C'est tout bon, tout le monde m'entend? C'est tout bon? Est-ce que c'est tout bon pour vous ou pas? C'est OK pour nous. Je vais juste présenter du coup rapidement. Merci à tous d'être là pour ce webinaire. Donc, pour le coup, aujourd'hui, c'est un webinaire que l'on fait en collaboration avec le GIC. Le GIC, c'est un groupe de la Société française de cardiologie dont les centres d'intérêt sont plus particulièrement l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Elena Szydlowski, qui est cardiogériatre et qui exerce dans la région de Grenoble, avec, si je ne me trompe pas, il me semble que vous travaillez ensemble, Grégory Boscaro, qui est infirmier en pratique avancée. Et ils vont donc nous présenter ce soir la prise en charge spécifique du sujet âgé en cardiologie, ce que je trouve extrêmement intéressant. On commencera d'abord donc par ce thème et après on discutera un petit peu de tout ce qui est iatrogénie chez le sujet âgé. Voilà, je vous laisse vous lancer. La parole est à vous. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet parce qu'effectivement, on a pris un tout petit peu dans les retard. Pour introduire cette présentation, donc il faut savoir que l'âge est le premier facteur de risque cardiovasculaire, ça vous le savez très bien, en tant que tel, mais en tant aussi que durée d'exposition au risque, parce que par exemple, quand on dépiste une dyslipidémie à 50 ans, au bout de 30 ans, effectivement, on cumule les facteurs de risque cardiovasculaire. Et après les 75 ans, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France, alors que c'est les cancers qui arrivent en première position pour l'ensemble de la population des patients qui sont moins âgés. Alors, vous savez très bien que la prévalence de l'insuffisance cardiaque augmente en France et c'est dû d'une part du vieillissement de la population. On sait que l'insuffisance cardiaque, c'est la première cause d'hospitalisation après 65 ans et on dénombre plus de 70 000 décès par an à cause de cette pathologie. Et en fait, pourquoi l'insuffisance cardiaque augmente? Parce que, entre autres, on améliore la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire, on dépiste mieux, mais aussi on a des traitements à notre disposition. Et qui dit traitement, donc on rajoute des traitements, donc le patient devient polycomorbide. Et en fait, une étude assez récente de Iatrostat nous dit que plus de 10% d'hospitalisation de patients de plus de 65 ans sont dus à des effets indésirables de médicaments, dont 16% qui sont estimés évitables. Donc, en fait, il ne faut pas négliger ces chiffres parce que, en fait, l'hospitalisation pour des effets secondaires de médicaments sont aussi responsables de surmortalité. Si on reprend cette surmortalité après un an d'hospitalisation. Alors, vous avez l'habitude de voir des patients âgés en hospitalisation. En hospitalisation, une consultation, pour vous, un patient âgé, c'est quoi? C'est un patient autour de 75 ans, 80 ans, c'est considéré comme déjà très âgé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a différents types d'espérance de vie. Donc, ce que vous savez très bien, c'est l'espérance de vie à la naissance. Pour les femmes, actuellement en France, c'est autour de 85 ans. Pour les hommes, autour de 80 ans. Bon, Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous avez passé les diapos ou pas du tout là? Parce que nous, on est figé sur la première. Mais ça, je n'ai pas fait le diapo en fait. Ah, parce que nous, on ne voit pas là, on est figé sur le titre. Ah, on a un souci encore. Là, je suis sur espérance de vie à divers âges. C'est bon, on vous voit bouger. Et juste se mettre en diaporama et ce sera bon. Alors, bah, je reprends un peu. Attendez, hop. Et après, vous nous dites si ça ne bouge pas. Donc là, on est en diapo dans l'écran. C'est bon pour vous ou pas? Là, je suis sur espérance de vie. Oui. Bon, c'est pas bougé encore. Donc ça, ce qu'il faut savoir. Et donc, la flèche, est-ce que vous voyez la flèche ou pas? Qui bouge? Alors non, je ne vois pas de flèche et vous êtes vous n'êtes pas en diaporama, vous n'êtes pas en plein écran. Ah, donc il faudra qu'on passe en diaporama plutôt pour vous. Oui, c'est mieux, ouais, on verra mieux. C'est mieux pour vous comme ça? Alors là, vous êtes pas en diaporama pour le coup. C'est en bas à droite, vous avez un petit symbole. Alors, dites-moi. Alors, hop, là. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors là. Est-ce que ça bouge les diapos? Là, je suis sur introduction, mais ça n'a pas bougé en termes de forme. Ah non, ça ne bouge pas donc. Alors, et si on ne partage pas et si on reste en ce mode-là, est-ce que c'est mieux?
Ben, on fera ça, ouais, si on n'arrive pas Ouais. à passer en diaporama. C'est une petite télé, c'est une sorte de petite télé, c'est un écran. Oui, c'est on le sait, L'icône. mais ça marche pas en fait. Ah bon, bah, laissez comme ça. Désolée, Laissez comme ça. c'est quand vous souhaitez. On fait comme ça? On va faire On comme va ça. poser diapo par diapo, hein. Alors, regardez, donc là, pour l'espérance de vie, donc là, vous avez l'habitude, ce que j'avais dit tout à l'heure, d'espérance de vie à la naissance. Or, il faut savoir, par exemple, votre patient de 75 ans qui vous prenez en charge, par exemple, en consultation, pour une femme, il y a quand même autour de 15 ans encore de survie, hein, 12 ans pour un homme. Même à 85 ans, vous considérez le patient qui est quand même très, très, très avancé en âge. Mais en fait, si vous prenez bien ce patient en charge, il a encore tous ces temps de survie. Et même, regardez, les centenaires, il y a encore plus de 12 ans à vivre pour une femme, pour un homme. Donc, il faut quand même avoir ces chiffres un peu en tête pour dire que la population vieillit et donc, effectivement, ça va remplir nos lits d'hospitalisation et de consultation. Alors, qu'est-ce que c'est la particularité du sujet âgé en cardiologie? En fait, il y en a plusieurs. D'une part, il y a ce qu'on appelle la complexité de cas. Donc, vous savez bien que c'est des patients âgés, donc ils sont comorbides. Souvent, ils ont plusieurs affections médicales simultanées, typiquement des compensations cardiaques qui s'accompagnent d'une insuffisance respiratoire ou encore poussée d'insuffisance rénale aiguë, ce qui rend la gestion des cas complexe. Souvent, la clinique est atypique, ce qui présente pour nous un défi diagnostique. Il faut aussi prendre en compte des facteurs physiologiques liés à l'âge, la fragilité, on va en parler ce que ça veut dire. Donc, la pharmacocinétique et pharmacodynamie des médicaments est modifiée aussi. Et puis, vous ne pouvez pas parler de sujet âgé sans prendre en compte des aspects psychosociaux. Donc, ça nécessite adaptation de traitement. Parfois, va être pour le lendemain, pendant le Covid. Il y a quelqu'un qui parle. Alors, donc là, la présentation clinique atypique, en fait, ça fait l'objet même d'un paragraphe dans les guidelines de la Société européenne de cardiologie qui date de 2016, mais qui est toujours d'actualité. Donc, il vous a dit, en fait, le patient qui souffre de l'insuffisance cardiaque, il y a des signes typiques, de symptômes typiques et des signes spécifiques, et puis les symptômes moins typiques et des signes moins spécifiques. Et en fait, il faut savoir que le sujet âgé se trouve plutôt dans ce groupe-là, hein, vraiment moins typique et moins spécifique, par exemple avec taux nocturne ou encore la présentation de l'insuffisance cardiaque sur le mode l'asthme cardiaque, des extrémités froides ou un peu aussi à nausée, la dépression, le tachyarrhythmie, encore des syncopes, ou la confusion ou encore des insomnies. Donc, si on reprend un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, donc les signes cliniques sont moins spécifiques chez le sujet âgé. Par exemple, la dyspnée d'effort qui est rare. Donc, effectivement, elle est plus rare parce que le sujet âgé va réduire le périmètre de marche. C'est comme chercher une AOMI, donc artériopathie, chez quelqu'un qui ne marche pas. Donc, en fait, il n'y aura pas de claudication des membres inférieurs. Le patient va se retrouver en hospitalisation directement avec les escarres. C'est pareil. Donc, quand vous demandez s'il y a une dyspnée, en fait, il n'y en a pas puisque le patient ne bouge pas. Les œdèmes sont aussi difficiles à interpréter parce qu'il y a association d'insuffisance véno-lymphatique. Parfois, dans les cas un peu extrêmes, on a des œdèmes à cause de la dénutrition. Et puis, il faut aussi penser à de la iatrogénie. Les calcium bloqueurs, par exemple, arrivent en première position. Ils sont responsables des œdèmes et de temps en temps, on met même l'azilix derrière parce qu'on pense que ça a dû à une décompensation cardiaque. L'auscultation pulmonaire est aussi complexe parce qu'il y a présence de comorbidités, notamment respiratoires, quand vous avez de la fibrose, ou encore VPCO, ou encore des séquelles d'une pneumonie qui peut, en fait, même si ça date depuis 15 jours, 3 semaines, vous savez, les signes respiratoires post-infectieux peuvent persister pendant encore plusieurs semaines. Et après, il faut savoir aussi que la tachycardie, hein, qui doit normalement accompagner l'insuffisance cardiaque, est plus rare parce que le système nerveux autonome, notamment sympathique, est défaillant.
Donc, en fait, normalement, vous savez, cette formule-là, le débit cardiaque, c'est fraction d'éjection du ventricule gauche fois fréquence cardiaque. Et normalement, quand on a besoin de majorer le débit cardiaque, par exemple, le patient qui est en situation de stress, infection ou encore anémie, on augmente la fréquence cardiaque. Et quand le patient âgé ne peut pas le faire, donc il y a une décompensation cardiaque. Et après, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres signes qui sont beaucoup moins spécifiques, comme la confusion. Elle peut être effectivement multifactorielle, mais il faut y penser à bas débit cérébral sur le bas débit cardiaque, le fameux AEG, altération de l'état général avec perte du poids, asthénie, anorexie, encore des chutes, troubles du sommeil, tout nocturne, encore en fait, hypoperfusion avec les extrémités froides. Par exemple, quand le patient arrive en consultation, il vous dit, écoutez, moi, ça fait plusieurs jours ou plusieurs semaines que je ne dors pas, vous n'avez surtout pas pensé à une décompensation cardiaque. Or, ça peut être un signe atypique de patients qui souffrent de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, ces symptômes sont souvent sous-estimés, sont attribués à un vieillissement plus ou moins normal, ce qui amène à un retard diagnostique et thérapeutique. Et en plus, on parle de la population fragile, donc ça fait un peu peur. Mais en fait, de quoi on parle quand on dit le patient fragile? Qu'est-ce que c'est la fragilité? Alors, pour faire court, la fragilité, c'est impossibilité de faire face à des situations de stress. Alors, la fragilité, elle est différente de l'âge, des comorbidités, c'est un état de prédépendance. Donc, qui dit fragilité, dit des nombreuses complications. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, pourquoi on dépiste cette fragilité-là? Parce que c'est un état qu'on appelle dynamique. Donc, si on dépiste la fragilité, c'est un état qui peut être réversible et traitable. Donc, en fait, un exemple un peu, donc, deux patientes, patiente A, patiente B, qui ont les mêmes caractéristiques démographiques. Donc, c'est les femmes qui sont âgées de 78 ans. Toutes les deux, ils ont une hypertension artérielle traitée, toutes les deux autonomes à domicile, toutes les deux hospitalisées pour insuffisance cardiaque sur infection pulmonaire. Donc, la patiente A, vous voyez, donc, elle récupère au bout d'une semaine d'antibiothérapie, elle rentre à domicile et récupère son indépendance fonctionnelle. Patiente B, donc, il fait un syndrome confusionnel dans la cible de cette pneumopathie, elle fait une chute d'alignité, elle fait une fracture de la hanche, ça nécessite plusieurs semaines de rééducation, et finalement, elle perd son indépendance fonctionnelle et elle retourne à domicile avec des aides. Donc, vous avez bien compris, patiente B, c'est une patiente qui est fragile. Alors, pourquoi cette fragilité nous intéresse en fait? Parce que quand on reprend cette méta-analyse pour savoir quelle est la prévalence de la fragilité, en fait, on dit que la prévalence de fragilité elle est autour de 45% chez les patients qui souffrent de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc, c'est-à-dire qu'un patient sur deux qui a antécédent d'insuffisance cardiaque est fragile. Et en fait, en fonction des échelles, elle est estimée entre 16 et 90%. Donc, vous voyez, c'est quand même très important de savoir qu'est-ce que c'est cette insuffisance cardiaque et comment on peut la dépister. Alors, comment on peut la dépister? Ce qu'on peut vous proposer, c'est effectivement cette étude qui était présentée récemment en 2022. Vous voyez, donc, c'est le groupe français d'insuffisance cardiaque avec Société française de cardiologie et de gériatrie, qui nous dit qu'effectivement, c'est une affaire de gériatre, ils savent bien faire, mais ça peut aussi être évolué en soins primaires par les médecins généralistes, les infirmiers ou infirmières de pratique avancée, mais aussi par les cardiologues et les infirmières qui ont l'habitude de travailler dans les unités de cardiologie. Alors, comment faire en pratique? Les experts nous proposent 3 échelles, TRST, VES13 et CGA1 pour ambulatoire. Donc, chacune comporte un certain nombre de questions, 5 pour TRST et 13 pour VES13 et CGA1. Et en fait, à partir de certains nombres de réponses, vous avez dépisté votre patient comme fragile ou non fragile. Quand le patient est dépisté comme fragile, il faudra quand même discuter une évaluation gériatrique, soit en consultation, soit en hôpital de jour gériatrique, pour non seulement prendre en charge une insuffisance cardiaque, mais aussi gérer les comorbidités associées, la sarcopénie, la
la nutrition, la dépression, le déclin cognitif, le déclin fonctionnel, discuter les vaccinations et bien sûr prendre en charge le patient sur le plan général et social. Et si vous ne dépistez pas votre patient comme fragile, il faudra quand même titrer les médicaments, optimiser le traitement, mais aussi réévaluer le patient un an plus tard pour savoir est-ce qu'il n'est pas devenu fragile à cause de ses comorbidités. Alors, rapidement les échelles, hein, donc c'est juste pour que vous ayez un peu la vision de ce que c'est. Nous, on utilise, donc on a une étude actuellement en cours qui utilise cette échelle d'évaluation CGA qui est plus complète, mais qui prend un tout petit peu plus du temps, entre 10 et 15 minutes. Il faut être un peu aguerri pour le faire. VE13 un peu plus rapide, 3-5 minutes, et puis 1 minute pour PRST. Et en fait, différents types de questions, et vous voyez, c'est quand même des échelles qui prédisent bien la mortalité, l'hospitalisation, des plans fonctionnels, mais aussi entrée en institution. Donc, c'est quand même très intéressant de les avoir en tête et pourquoi pas les utiliser. Alors, comment les utiliser? Je vais vous donner un exemple un peu pratique. Alors, par exemple, le TRST. Donc, c'est un test de dépistage qui était validé en service d'urgence. Donc il faut aller vite. Donc, c'est pour savoir si les patients sont à risque ou pas d'être réhospitalisés. Et en fait, s'il est supérieur à 2, donc il était conseillé d'appeler les gériatres ou mettre le patient en consultation spécialisée. Alors, ça évolue les troubles cognitifs, troubles de la marche, les chutes. Alors, pour les médications, je vous rappelle, c'est plus de 5 médicaments. Hein, donc, effectivement, en cardiologie, ça va aller très, très vite hein, parce qu'on a 4 fantastiques plus autres traitements. Alors, les antécédents d'hospitalisation dans les 3 mois ou réadmission aux urgences depuis 30 jours et puis perte d'indépendance fonctionnelle écoutée par les ADL depuis 15 jours ou isolement social. Alors, et vous allez me dire, effectivement, ça c'est assez facile, hein, le 2, 3, 4 et 5. Par contre, les troubles cognitifs, comment on peut faire? Alors, pour les troubles cognitifs, ce qu'on peut faire, c'est le test, ce qu'on appelle le test de l'horloge. Franchement, quand vous rédigez votre ordonnance ou vous êtes en train de dicter votre compte rendu, c'est assez rapide. Donc, moi, j'ai un peu les tests préfaits, donc déjà imprimés, mais vous donnez une feuille blanche, vous dessinez un cercle et vous dites à votre patient, est-ce que vous pouvez mettre les chiffres de telle sorte qu'on peut voir une horloge ou une montre? En fait, il ne faut pas suggérer les chiffres, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut juste dire, mettez les chiffres. Et après, une fois les chiffres mis, vous demandez à votre patient de dessiner les aiguilles de sorte à lire 11h10. Et si vous avez ce type de réponse, il y a peut-être une urgence, au moins une urgence, de mettre en place une tierce personne pour gérer les médicaments. Parce que votre patiente, quand vous avez un test comme ça, avec les chiffres placés de façon inadéquate, c'est votre patient qui présente très probablement ce qu'on appelle les troubles exécutifs, c'est-à-dire qu'il manque de planification. Il ne pourra pas gérer tout seul le médicament. Il ne pourra pas savoir qu'il faut prendre 40 mg de l'Azilix le matin, 20 mg à midi, un IOC le matin, un calcique le soir. Donc, il va forcément les mélanger. Donc, l'urgence, effectivement, c'est de mettre en place quelqu'un qui va gérer les médicaments et puis, effectivement, pourquoi pas proposer une consultation spécialisée avec un neurologue ou avec un gériatre pour dépistage de troubles cognitifs. Alors, donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va parler de pharmacocinétique des médicaments. Je vous ai dit, ça modifie le sujet âgé, donc ça concerne absorption, distribution, métabolisme et excrétion des médicaments. Alors, l'absorption, normalement, avec l'âge, est peu modifiée, sauf que la iatrogénie passe par là. Et en fait, qui dit iatrogénie, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a diminution de l'absorption parce qu'on utilise pas mal de ce qu'on appelle pansement gastrique, donc c'est tous les Gaviscon, etc. On utilise les EPP qui abaissent le pH gastrique, donc effectivement, ça peut diminuer l'absorption, voire arrêter totalement l'absorption de certains médicaments. Les personnes qui ont l'habitude d'utiliser les compléments, ou par exemple le charbon, il faut quand même savoir, ou carbolevure, hein, pour ne pas nommer le médicament, il faut savoir que le charbon va absorber aussi les médicaments à côté. Donc, il faut essayer de soit supprimer ce médicament, soit prendre ce médicament en dehors de prise de médicaments, par exemple à visée cardiovasculaire. Alors, la distribution des médicaments, donc il faut savoir qu'avec l'âge, on a gain adipeux
Donc, on augmente la masse qu'on appelle grasse et on diminue la masse maigre, donc la masse musculaire et à la perte aussi de la masse osseuse. Donc, on a des volumes de distribution des médicaments qui sont modifiés. Donc, ça favorise le stockage de médicaments qu'on appelle lipophiles. Donc, ils sont stockés et après, ils sont rélargués avec risque de surdosage qui est quand même très important, notamment ça concerne les benzodiazépines. Il faut savoir aussi que hypoprotidaémie, ça joue aussi un rôle. Donc, vous pouvez observer baisse d'albumine dans toute situation, soit le patient qui est dénutri, c'est pour ça qu'on dose l'albumine chaque fois que le patient est en décompensation cardiaque ou insuffisance cardiaque connue, ou en cas de maladie aiguë. En fait, l'albumine va être utilisée à des fins inflammatoires. Et en fait, pour tous les médicaments qui sont liés à des protéines, vous allez avoir la part libre de médicaments qui va circuler avec le risque de surdosage. Ça, c'est typiquement le cas des AVK. Vous avez toutes et tous vu les patients qui arrivent en hospitalisation, en consultation, en disant « mais je ne me comprends pas, je n'ai pas changé le régime, je n'ai pas modifié les médicaments, il n'y a pas de rajout de médicaments nouveaux. » Et pourtant, le patient se retrouve avec l'INR autour de 10. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très probablement, il y avait une infection et une inflammation. Et donc, la partie libre de AVK s'est retrouvée en partie dans le sang, ce qui a amené à être un surdosage. Il faut aussi savoir qu'il y a majoration de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique avec plus grande sensibilité aux médicaments qui agissent au niveau du système nerveux central. Je vous rappelle quand même que les bêta-bloquants sont des médicaments lipophiles et ils traversent aussi la barrière hémato-encéphalique. Alors, métabolisme hépatique est aussi modifié. Donc, vous connaissez bien le cytochrome P450, donc son activité est diminuée. Donc, il y a aussi modification du métabolisme avec le premier passage hépatique. Et il faut aussi savoir que le métabolisme hépatique va être modifié par le tabagisme, mais aussi en cas d'insuffisance cardiaque, parce qu'on aura diminution du débit sanguin avec des patients qui sont hospitalisés en insuffisance cardiaque, avec le risque effectivement de surdosage. Et puis, il faut savoir, il faut connaître en fait les médicaments inducteurs ou inhibiteurs du cytochrome P450. Donc, vous connaissez bien ces médicaments, par exemple, pour les AVK, donc vous ne les associez pas, les antipyrétiques ou d'autres médicaments. L'expression rénale, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, il faut adapter les médicaments, parce que la plupart sont éliminés par le rat, au DFG de votre patient en utilisant soit Cocroft, soit MDRD. Et là, on utilise plus en plus ces KDIP, je pense que c'est maintenant la règle. Parce que le rat vieillit et en fait, on perd en DFG. Alors, la pharmacodynamie, c'est quoi? C'est en fait les effets médicaments directement sur l'organisme. Donc, on n'a pas le temps, malheureusement, de parler de vieillissement et de la physiopathologie du système cardiovasculaire, mais il faut au moins avoir les notions sur le vieillissement cardiaque. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le vieillissement des cellules nodales. Donc, votre patient est beaucoup, beaucoup plus sensible à avoir des troubles du rythme cardiaque, voire des blocs conductifs quand vous mettez en place les traitements bradycardisants. Donc, ça, c'est typiquement les cas, par exemple, quelqu'un qui était bien réduit et bien stabilisé par les antiarythmiques de classe 1 depuis des années, et finalement, il arrive avec le BAV de haut degré, alors qu'il était bien équilibré, il prenait ce médicament depuis des années. Parce que c'est en fait, on n'a jamais révisé l'ordonnance, et c'est un patient qui est vieilli au niveau des cellules nodales, donc qui présente maintenant les modifications au niveau de son ECG avec le risque effectivement d'arrêt cardiaque. L'hypotension orthostatique, donc le patient est souvent, ça peut être neurogène à cause de l'insuffisance cardiaque, mais ça peut aussi être induite par les médicaments. Et notamment, on est très, très, très fourgueur d'acheter ce qu'on appelle asymptomatique tonique, c'est-à-dire quand vous mettez en place un bêta-bloquant, vous savez bien que la baisse de tension artérielle s'accompagne à l'accélération de la fréquence cardiaque. C'est en fait pour limiter les dégâts au niveau cérébral, limiter la baisse de la perfusion cérébrale et effectivement des effets secondaires avec risque de chute.
Or, quand on introduit le bêta-bloquant en calcique bradycardisant, bah, il n'aura pas d'accélération de la fréquence cardiaque. Donc, le patient va rester beaucoup plus longtemps avec la tension artérielle basse, avec le risque de chute et des fractures, puisqu'on a dit qu'il y a une perte de la masse osseuse. Alors, ce qu'il faut connaître aussi, c'est l'activité du système rénine-angiotensine et système sympathique qui est diminué. Alors, on a parlé système sympathique, donc effectivement, il y a moins de réponse au stress, moins d'accélération de la fréquence cardiaque, avec le risque de décompensation cardiaque beaucoup plus important. Mais ce qui vous savez peut-être un tout petit peu moins, c'est que l'activité du système rénine-angiotensine est aussi diminuée. Donc, du coup, si vous bloquez votre patient, il y aura beaucoup moins d'efficacité au niveau tensionnel, mais aussi il y a beaucoup moins de bénéfices de blocage de système rénine-angiotensine sur les organes cibles. Donc, par exemple, un exemple assez facile. Votre patient qui est, on va dire, monopathologique, et vous décidez de mettre en place, chez un patient âgé, un IOC ou un arrêt. Donc, il faut juste savoir qu'il n'aura pas d'une réponse rapide au niveau tensionnel et que vous n'auriez pas le bénéfice sur les organes cibles. Donc, il faudra plutôt privilégier un calcique. Mais par contre, si vous bloquez votre patient, il aura le risque de déshydratation qui est majeur. Il faut aussi savoir que le système rénine-angiotensine aide le sujet dans le contexte de stress. Donc, il faudrait vraiment adapter vos traitements à ce vieillissement du cellules nodales, mais aussi d'activité sympathique et du système rénine-angiotensine. Et donc, consistance de vieillissement du système cardiovasculaire avec des pathologies fait que le sujet âgé est beaucoup plus à risque de déshydratation, de décompensation, de maladie et donc à risque d'avoir un accident médicamenteux à cause des associations ou encore de cumulation de médicaments. Alors, il faut aussi savoir que l'administration du traitement doit être adaptée à des capacités physiques de votre patient, à ses problèmes de la déglutition avec des formes galéniques adéquates, à des troubles sensoriels, à des problèmes de communication, de compréhension ou encore en présence de troubles neurocognitifs. Donc, je vous ai mis ce dessin qui présente bien quelqu'un qui essayait justement adapter, on va dire, la personne elle tremble, adapter ses traitements en prescrivant les gouttes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 30 gouttes, 3 fois par jour. Donc, 30 gouttes par terre, 30 gouttes sur le gelé et un jour sur deux, 30 gouttes dans le verre. Donc ça, vraiment, si votre patient est incapable de couper un tout petit médicament, je parle même pas de quart de Préviscan. Hein. Donc, si vous n'adaptez pas les médicaments à ces problèmes de déglutition, si vous ne s'occupez pas de ces problèmes sensoriels, par exemple, vous rappelez votre patient en disant, bah, écoutez, il faut peut-être diminuer les doses ou arrêter le médicament. Et si vous avez oublié qu'il y a un problème d'audition ou de compréhension, en fait, votre patient ne sera pas observant et vous êtes à risque de effets secondaires. Juste un tout petit paragraphe sur le comportement suicidaire. Quand votre patient n'est pas observant, pensez quand même à des problèmes psychiatriques, parce que parfois, c'est la seule façon de partir. Donc, le patient qui ne prend pas son traitement en disant, comme ça, je ne me soigne pas et comme ça, je partirai plus tôt. Donc, il faudra quand même prendre votre patient en charge de façon plus globale et essayer de voir ce côté-là. Alors, facteurs sociaux et environnement. Donc, ce qui joue sur l'observance, c'est bien sûr l'isolement social, encore géographique. Vous êtes bien de mettre en place les traitements. Mais si le patient est tout seul à domicile et au niveau géographique, vous ne pouvez pas mettre en place une infirmière, les proches ne pourront pas passer, donc votre patient ne sera pas observant. C'est pareil pour la dépendance. Et quand on change le mode de vie, on déménage, on perd le médecin traitant, on perd le réseau, effectivement, on perd l'ordonnance. Et puis, il faut penser à des conditions climatiques, ce qu'on appelle extrêmes, et adapter votre traitement, par exemple, arrêter ou baisser les diurétiques, ou arrêter ou baisser, par exemple, les médicaments de blocage du système rénine-angiotensine.
Alors, donc, pour résumer un peu, hein, quand vous prenez en charge votre patient qui présente des pathologies cardiovasculaires, donc là, insuffisance cardiaque, c'est une grosse part de nos patients. Il faut bien sûr penser à la clinique, à des comorbidités, mais aussi à psychocognitif. Donc, je vous ai dit, hein, prendre en charge le patient souffrant de dépression, troubles cognitifs. Pensez aussi à des plans fonctionnels, donc savoir si votre patient il est autonome au niveau des ADL et ADL. Bien sûr, le prendre en charge au plan social, que si vous ne mettez pas en place des aides, votre patient ne sera pas observant. Et pour faire la transition à la présentation du monsieur Boscaro, donc les facteurs de risque liés à mes usages. Alors, mes usages, c'est dans les 12 sens. Hein. Mes usages, c'est soit on met trop de médicaments, soit on ne met pas assez de médicaments. Je vous ai parlé de patients fragiles. Parfois, on a tellement peur des effets secondaires que le patient n'est pas du tout optimisé. Et donc, quand vous mettez en place les médicaments, il faut avoir les objectifs thérapeutiques assez clairs et adaptés à chaque patient. Le cas typique, c'est par exemple gestion de l'hypertension. Après 80 ans, les cibles tensionnelles au niveau de la pression artérielle systolique sont autour de 150. Donc, si vous ne prenez pas ces chiffres en compte et si vous mettez trop de médicaments, votre patient risque de se retrouver dans l'état confusionnel, encore avec des fractures à cause de chutes et d'hypotension orthostatique. Donc, les prescriptions qui ne sont pas pertinentes parce qu'on n'a pas respecté les indications, donc on n'a pas fait un bon choix de classe thérapeutique. Je vous ai dit, pour une HTA isolée, il faut plutôt prescrire des calciques et pas les IOC. La dose, chez le chirurgien âgé, il faut toujours commencer avec la dose plus petite et prendre du temps pour la titration. Les interactions de médicaments, il faut y penser. Association de médicaments qui vont cumuler les mêmes effets secondaires. Ça, c'est le cas, par exemple, des antiagrénants plaquettaires et des anticoagulants. Il faut vraiment justifier pourquoi vous le faites. La surveillance inadaptée aux réévaluations insuffisantes, en fait, c'est dans les deux sens aussi. Hein. Quelqu'un chez qui on commence à la titration de médicaments, donc on le surveille très bien, voire trop bien, et après, il est tellement bien stabilisé qu'on oublie ce patient-là, et puis un an plus tard, on a oublié de contrôler la fonction rénale, et quand on a oublié de contrôler la fonction rénale, qu'est-ce qui se passe? Votre patient se retrouve dans une situation de déshydratation aiguë, d'insuffisance rénale aiguë, où on arrête tous les médicaments et ce n'est pas sûr qu'on va tous les reprendre. En fait, pour l'insuffisance rénale, ce qu'on peut vous donner comme formule, c'est par exemple le patient scalé au DFG. Si par exemple votre patient présente un DFG autour de 40, s'il est super bien stabilisé sur le plan rénal, sur le plan de vos médicaments. Donc, il faut contrôler la fonction rénale, faire la créatinine, calémie, tous les 4 mois. Pour DFG à 30, tous les 30 mois. Pour DFG à 20, tous les 20 mois. Tous les 12 mois, pardon. Et donc, chaque fois que votre patient est en situation de stress aigu, à risque de déshydratation, à risque, par exemple, de fièvre, donc là, il faut bien sûr faire contrôle biologique. Les médicaments inutiles, hein, il y en a toujours qui prennent sur l'ordonnance. Hein. Par exemple, quelqu'un qui fait une HTO et qui a 2 à 3 médicaments pour la prostate, dont les vasodilatateurs hein, ou pour insuffisance veineuse, donc il faut penser à les arrêter. Si vous voulez que votre patient soit observant, donc effectivement, il faut donner une information suffisante au patient et son entourage. Discuter automédication, hein, parce que automédication, soit la phytothérapie, qui peut induire ou inhiber les médicaments au niveau de cytochrome P450. Vous savez bien, quand les ANS sont achetés sans ordonnance en pharmacie, et si le pharmacien n'a pas pris le temps de discuter avec le patient et comprendre qu'il présente une insuffisance cardiaque difficilement équilibrable, au bout de 48 heures de prise d'ANS, votre patient va être en décompensation cardiaque. Donc ça, c'est tout ça pour éviter la mauvaise observance. Merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on laissera un peu de temps à la fin. Ou vous voulez poser des questions? Vous pouvez.
Allez-y, continuez. S'il y a des questions, je me permettrai de vous interrompre. Super. Donc, moi, je passe la main à M. Boscaro qui va vous parler de iatrogénie. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer juste de résoudre le problème du partage d'écran. Ouais, Hugo, à la limite, je peux te laisser. Oui, parce que là, on voit bien, il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Grégory Boscaro, je suis PA en cardiologie. Donc, merci de me laisser l'opportunité de vous parler de la iatrogénie médicamenteuse. Alors, c'est un sujet qui est quand même très, très vaste, hein. Donc, on a une demi-heure. C'est vrai que j'ai dû quand même faire l'impasse sur quelques petites choses. Néanmoins, je me suis vraiment concentré sur la prise en charge de nos patients en cardiologie. Donc, qu'est-ce que la iatrogénie médicamenteuse? C'est l'ensemble des effets indésirables provoqués par la prise d'un ou plusieurs médicaments. En sachant que la plupart de nos patients en cardiologie ont beaucoup de molécules et l'ensemble de ces molécules qui sont indiquées dans leur état peuvent avoir, en tout cas, ce qu'on appelle des effets indésirables médicamenteux et donc poser des réels problèmes dans la prise en charge de nos patients. Notamment, ça entraîne une désescalade thérapeutique et une difficulté à reprendre les différentes molécules. Alors, on a deux catégories d'effets indésirables médicamenteux. La catégorie évitable. Donc, Elena vous en a parlé, le mésusage, l'erreur dans les prises. C'est vraiment un sujet important parce que c'est vrai que les patients, quand ils commencent à présenter des troubles cognitifs, quand ils commencent à avoir des problèmes d'autonomie, des problèmes de compréhension sur la prise médicamenteuse, on peut se retrouver avec des patients, effectivement, qui font du mésusage et qui va entraîner un événement indésirable. Ensuite, il y a un sujet qui nous intéresse aussi en cardiologie avec le nombre de molécules qu'on va être amené à inclure. Ça va être les interactions entre les différentes molécules du traitement. En sachant que quand on va mettre en place plusieurs molécules qui ont une incidence sur la fonction rénale, le risque de survenue, surtout chez un patient âgé, fragile, d'un événement indésirable médicamenteux est quand même beaucoup plus important que quand on est sur une monothérapie avec une seule molécule à mettre en place. En troisième, il y avait l'interaction entre les molécules et l'alimentation, le jus de pamplemousse ou certaines interactions médicamenteuses qui peuvent avoir une incidence sur l'absorption et sur l'action de la molécule. Ensuite, il y a les effets non évitables, malheureusement, l'effet indésirable induit par la molécule prescrite. Ça, c'est les effets indésirables qu'on retrouve dans les notices des molécules. C'est des choses qu'on ne peut pas trop anticiper. Et la réaction allergique du patient qui n'avait jamais eu cette molécule et qui va déclarer une réaction allergique. Donc ça, c'est quand même non évitable. Alors, on va s'intéresser à l'étude française qui s'appelle Iatrostat. Donc, c'est une étude qui est quand même intéressante parce qu'elle va s'intéresser aux hospitalisations liées à un événement indésirable médicamenteux. Le titre de la slide, c'est une population à risque. Pourquoi? Parce que quand on regarde la figure 3, on se rend compte que les patients de plus de 65 ans sont surreprésentés. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 65 ans, en tout cas sur les personnes hospitalisées pour un événement indésirable médicamenteux, plus l'âge avance et plus le risque de faire un événement qui va entraîner une hospitalisation est importante. Et on se rend compte aussi avec le tableau 7 qu'ils se sont intéressés à la répartition des médicaments impliqués dans la survenue d'un événement indésirable. Et en fait, on se rend compte qu'on est plutôt mal loti parce que les molécules du système cardiovasculaire, elles arrivent en première position. Donc en fait, on va être face à des patients qui sont quand même à sur-risque de faire un événement indésirables médicamenteux de par leur âge, en sachant que notamment chez les patients dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, l'âge moyen c'est 75 ans à peu près, et toutes les molécules qui vont être mises en place pour les traiter, elles font partie des molécules qui impliquent le plus d'événements indésirables médicamenteux. Donc c'est une problématique à bien prendre en compte pour la prise en charge de nos patients, parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que du moment où il y a une altération importante du DFG, ça va entraîner une remise à plat du traitement, une désescalade et une réintroduction, ce qui peut être très lassant pour le patient. Et donc, c'est vrai que pour les patients les plus fragiles, en tout cas, on peut se poser la question de savoir comment optimiser le traitement chez des patients qui sont vraiment à risque de faire un événement indésirable médicamenteux.
Alors, l'étude iatrostat, toujours. Donc, les principaux événements qui ont été retrouvés. En première position, il y a les hémorragies, en sachant que la plupart des patients, en tout cas, on a beaucoup de patients en cardiologie qui ont des anticoagulants, des antivitamines K, des AOD, des antiagrégants plaquettaires. En deuxième position, on retrouve des anomalies hématologiques. Bon, là, c'est plutôt les chimiothérapies qui sont concernées. En troisième position, on a l'insuffisance rénale aiguë, en sachant que, voilà, en consultation IPA, on est souvent confronté à une altération importante du DFG qui font que, malheureusement, parfois, on est obligé de faire de la désescalade thérapeutique. Ensuite, il y a les troubles hydroélectrolytiques. Donc, pareil, ça, c'est des choses auxquelles on est confronté de façon c'est récurrent dans les prises en charge IPA en cardiologie, et les chutes, en sachant que, pareil, on est confronté à des baisses de l'hémodynamie relativement importantes chez nos patients, de par la multitude de molécules qui ont une incidence sur la tension artérielle de nos patients. Donc, on va s'intéresser d'un petit peu plus près à l'insuffisance cardiaque. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Alors, je dois vous avouer que ce schéma m'a fait un petit peu peur. En fait, donc, je me suis intéressé aux molécules recommandées chez ce type de patient, en sachant qu'on ne va pas revenir, parce que vous avez eu des cours sur l'optimisation du traitement dans ce cas-là, mais en tout cas, on a des bêta-bloquants, des IEC, ARA2 ou des ARNI, les anti-aldostérone et la glyphosine. On s'aperçoit que même chez un patient qui n'a pas de comorbidité, qui n'est pas forcément âgé, on s'aperçoit quand même que ces 4 molécules ont déjà la possibilité de donner, en tout cas, des événements indésirables médicamenteux. Si en plus on rajoute des molécules qui sont souvent associées, les diurétiques, les AVK, les AOD, et en plus les autres molécules pour les autres pathologies traitées, on se rend compte que chez un patient très fragile, chez un patient qui présente des comorbidités, qui a une fonction rénale un peu précaire, qui a une marge tensionnelle qui est faible, en tout cas, le risque de survenue d'événements indésirables médicamenteux est vraiment, vraiment très important. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment on traite ce type de patient. On a des recommandations sur le Vidal par rapport, par exemple, aux IEC ARA2 et aux ARNI, par rapport à la posologie maximale selon le DFG, mais c'est vrai que c'est surtout la stratégie de prise en charge de ce type de patient avec le cardiologue pour voir un petit peu comment on peut optimiser ces patients, comment on peut apporter de la cardioprotection sans pour autant avoir un risque immense d'insuffisance rénale aiguë ou de chute sur hypotension. Alors, oui, je suis navré parce que les diapos ont toutes bougé, donc la présentation n'était pas du tout comme ça. Donc, en fait, l'important, ça va être l'évaluation des patients. C'est-à-dire que pour un patient, 2 patients du même âge, en fait, le profil est complètement différent. Donc, on a un premier patient à gauche, 85 ans, découverte de cardiopathie ischémique. C'est un patient qui est super en forme, il est autonome, il a une fonction rénale qui est très bonne, une tension artérielle qui est tout à fait bonne également, et il a surtout pas de molécules. Ce patient, le risque de survenue d'un événement indésirable médicamenteux est bien présent, certes, parce qu'on va introduire une multitude de molécules qui peuvent en donner, mais néanmoins, le risque est quand même relativement limité. Donc, on partirait plutôt sur une stratégie de titration un petit peu agressive, comme on dirait. Typiquement, c'est le patient qui est hospitalisé et qui ressortira avec au moins 3 des 4 molécules recommandées, voire les 4. Donc, les stratégies, évidemment, c'est à discuter avec le cardiologue référent du patient. Et donc, à droite, 85 ans, donc le même âge. Donc, c'est un patient qui n'a pas du tout le même profil. Il a 85 ans, certes, mais c'est un patient cardiaque bien connu, qui a des comorbidités également, qui a déjà 8 médicaments dans son traitement, qui présente aussi une perte d'autonomie, des troubles cognitifs mineurs, qui a une fonction rénale qui n'est pas top, et surtout une marge tensionnelle qui n'est pas forcément très importante. Donc, dans ces cas-là, on a quand même envie, parce que ce patient il est quand même hospitalisé pour une décompensation cardiaque, donc le risque de réhospitalisation est très important, mais on ne va pas pouvoir se baser sur une stratégie agressive de mise en place de toutes les molécules recommandées dans l'insuffisance cardiaque. Donc c'est pour ça où l'évaluation des patients et toute la présentation d'Elena a son sens, parce que le profil des patients
va induire la dynamique de prise en charge de ces patients. Donc, voilà, c'était la transition, une prise en charge spécifique chez les patients les plus fragiles. Et donc là, je voulais vous partager un algorithme qui était proposé par un panel d'experts. Alors, c'est un algorithme qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, il repose déjà sur une prise en charge adaptée pour les patients de plus de 75 ans les plus fragiles. Concrètement, il y a 3 algorithmes différents avec un patient qui a un DFG supérieur à 30 et une marge tensionnelle plutôt bonne, les patients qui ont un DFG très altéré et des patients qui ont une réserve hémodynamique qui est basse et qui nous donnent des présentations d'algorithmes de titration médicamenteuse, d'optimisation du traitement, mais beaucoup moins agressives que celles qu'on pourrait faire en structure hospitalière. Et c'est vrai que, mine de rien, les objectifs ne sont pas les mêmes du tout, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même une relation sur la survenue d'un événement indésirable médicamenteux et le dosage des molécules. Et c'est vrai que dans cet algorithme qui est proposé par des cardiologues, c'est vrai qu'on a pour objectif une dose maximale des ISGLT2, voilà, en sachant que cette molécule est aussi indiquée dans l'insuffisance rénale et donc on peut aller jusqu'à un DFG à 20 pour l'empagliflozine, avec IEC ARA2, ARNI et bêta-bloquant à mi-dose. Vraiment, s'il y a une excellente tolérance chez les patients, on peut aller jusqu'à la dose, en tout cas jusqu'à le maximum de la dose tolérée. Et là, ils sont un petit peu plus prudents sur les anti-aldostérones, où là, ils préconisent un quart de dose, voire mi-dose. Donc, c'est quand même intéressant, ce type de prise en charge, et c'est, en tout cas, on commence à en discuter de plus en plus parce que, mine de rien, c'est que lorsqu'on fait des consultations de réévaluation post-hospice, quand on est amené à faire de la titration médicamenteuse, on s'aperçoit, mine de rien, que chez des patients âgés, des patients qui ont un DFG qui est pourtant entre 50 et 60, quand il y a une introduction massive des différentes molécules pendant l'hospitalisation, souvent, quand on les revoit en consultation IPA dans l'objectif de la titration médicamenteuse, en tout cas, ça nous arrive très très souvent d'avoir un DFG qui est vraiment effondré et avec une désescalade des traitements. Donc, ce type de prise en charge chez nos patients les plus fragiles, les plus agiles, les plus comorbides, ça peut être intéressant d'en discuter avec les cardios parce que, mine de rien, ça permet une mise en place des molécules de façon progressive, une surveillance biologique étroite entre les introductions ou les optimisations, et surtout une dose, un objectif de dose qui est quand même minoré par rapport ce qu'on peut avoir pour les recommandations, avec des recommandations pour l'arrêt de la titration, avec évidemment une tension artérielle trop basse, des chutes, l'hypotension orthostatique ou bien sûr une dysfonction très importante de la fonction rénale. Et ce qui est intéressant avec cet algorithme, c'est qu'il reprend les recommandations faites par les gériatres qui seront dans la prochaine diapositive. Grégory, Oui. excuse-moi, je te coupe, on a une question. Ouais. On demande pour un patient de plus de 80 ans avec une pression artérielle moyenne sur MAPA entre 150 et 160, Ouais. Ayant eu 2 AIT et ayant en parallèle une intolérance aux statines avec un LDL non contrôlé. Dans ce cas de figure, quel serait, selon vous, l'objectif tensionnel? Alors, plus de 80 ans, l'objectif tensionnel, alors après, en sachant qu'il y a des antécédents neuro également, donc ça va être une prise en charge collégiale, main dans la main avec les cardiologues et les neurologues. Mais en tout cas, si on se tient aux recommandations pour l'hypertension, quand on a plus de 80 ans, l'objectif tensionnel est quand même inférieur à 160. Donc, dans ces cas-là, avec une tension artérielle moyenne à la MAPA d'environ 150, c'est vrai que la mise en place d'un traitement médicamenteux se pose.
c'est vrai que ça se pose. En tout cas, là, on va parler un petit peu des recommandations pour la prise en charge pour l'HTA, mais c'est vrai qu'en tout cas, les recommandations sont très claires par rapport aux patients fragiles et la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire que les recommandations, normalement, chez un patient jeune, c'est la mise en place d'une bithérapie, parce qu'ils sont aperçus que la monothérapie, en tout cas, la plupart des patients allaient atteindre un équilibre tensionnel avec une bithérapie. Chez les patients âgés, on est beaucoup plus prudent, donc ça sera plutôt une monothérapie avec une posologie la plus faible possible, et surtout s'il y a une baisse trop importante de la tension artérielle inférieure à 120 ou l'apparition d'hypotension orthostatique, dans ces cas-là, il faudra diminuer, voir si c'est la posologie minimale, arrêter le traitement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je crois que si. Et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Travaillant dans l'hypertension artérielle, en fait, ce qui prime, c'est la fragilité, comme vous le dites, et la pression artérielle, le risque d'hypotension orthostatique et la pression artérielle debout, qui est très importante chez le sujet âgé. Et on prend en considération la balance bénéfice-risque avec le risque de chute. Et on préfère une pression artérielle un peu plus haute qu'un risque d'hypotension, pour le coup. Après, elle précise, la patiente est HTA, elle ne présente pas d'hypotension. Bah, si elle n'est pas fragile et qu'il n'y a pas d'hypotension, ça nous laisse une marge. C'est ça. Mais c'est ça, alors, en ce qui concerne le LDL, alors là, après, en tout cas, c'est vrai que la mise en place… alors, il y avait une intolérance aux statines, c'est ça? Oui, ouais, avec un LDL non contrôlé, du coup. Mais je ne sais pas dans quelle mesure non contrôlé. Ouais, après, la stratégie thérapeutique, là, elle est plus du domaine du cardiologue, hein, mais c'est sûr que, après, en tout cas, la question des statines chez les patients âgés se pose. En tout cas, c'est une question qu'on se pose très, très souvent chez les patients qui ont une cardiopathie ischémique et qui ont entre 80 et 85 ans. En tout cas, voilà, c'est une question qui se pose, c'est une question et la réponse est un peu cardiologue dépendant, en tout cas dans mon cas, et c'est vrai que voilà, certains décident de les arrêter, d'autres de les continuer. Voilà, c'est des questions qu'on pose. En tout cas, chez les patients qui ont de multiples molécules, chez des patients qui se plaignent d'avoir un trop grand nombre de traitements et qui nuit à l'observance, en tout cas, les cardiologues qui sont dans un objectif de désescalade, de simplification du traitement pour une meilleure observance. Moi, j'ai vu certains cardios les arrêter. Mais c'est vrai que ça reste une décision médicale. En tout cas, c'est une stratégie thérapeutique qui reste du domaine du médical. Et du coup, ça me soulève deux questions. N'hésite pas à me stopper si ça avance sur ta présentation à venir. Au niveau des statines, déjà, quel est votre raisonnement? Parce que c'est beaucoup sur la risque aussi de survenue, notamment quand il n'y a pas eu quand on est en prévention primaire. Donc, quel est votre raisonnement sur cette classe médicamenteuse? Et là, pour le coup, on voit une intolérance aux statines. Après, il reste les étimides, voire les anti-PCSK9. Surtout que là, pour le coup, on est en prévention secondaire. Comment c'est toléré chez le sujet âgé? Est-ce qu'on a assez de recul sur ça? Alors, en tout cas, pour les anti-PCSK9, c'est vrai que dans notre centre, les recommandations sont respectées, en tout cas à la lettre, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une stratégie assez agressive au niveau des statines. Ensuite, l'association avec les étimibes, et effectivement, chez les patients coronariens et plutôt jeunes, en tout cas, les anti-PCSK9, si le LDL est supérieur à 0,7, peuvent être proposés. J'ai jamais eu le cas à l'heure actuelle d'une prescription d'anti-PCSK9 sur un patient âgé et fragile. J'ai été amené à suivre des patients qui avaient des antécédents d'AVC hémorragique, surtout pour des bilans cardiologiques et pour le contrôle tensionnel, avec des LDL qui étaient plutôt, qui étaient au-dessus des cibles, en tout cas de 0,7 à l'époque. Et c'est vrai que la question des anti-PCSK9, en tout cas même par rapport aux neurologues, en tout cas avait été mis de côté, parce que le patient avait 75 ans. D'accord, ok. Je te remercie, vas-y, continue. Donc par rapport à l'algorithme présenté précédemment, là il y a les recommandations de 2023 des gériatres, on est un petit peu sur le même topo, c'est-à-dire qu'on va déjà retirer des traitements des patients âgés et fragiles, les alpha-bloquants, les centraux, les inhibiteurs calciques avec une incidence sur la fonction, sur la fréquence cardiaque, le verapamine et le diltiazème. Pourquoi? Parce que ces molécules-là sont vraiment des gros pourvoyeuses d'hypotension et c'est vrai qu'en tout cas, c'est des traitements qu'on évite de laisser chez des patients âgés et plutôt fragiles.
Lorsqu'on est face à un patient insuffisant cardiaque qui a une réserve, qui a une réserve tensionnelle qui est un petit peu basse, mais par contre, on n'a pas de signe de congestion et ce patient-là présente une dose de diurétique qui est quand même relativement élevée, on va plus s'orienter vers une baisse des diurétiques en sachant que, en tout cas chez ce type de patient et chez le patient fragile, l'objectif, c'est d'avoir le moins de diurétiques possible. C'est déjà valable pour n'importe quel des patients qu'on prend en charge en cardiologie, mais c'est vrai qu'en tout cas, chez les patients âgés, notamment en période estivale, avec le risque de déshydratation, les diurétiques, ça peut avoir une incidence très néfaste en tout cas. Si on a une altération importante de la fonction rénale avec une une hypercalémie isolée à 5,5, donc là, les recommandations des gériatres, ce sera une diminution, voire un arrêt des anti-aldostérone et une diminution des IEC ARA2 ou des ARNI dans ces cas-là. En ce qui concerne les bêta-bloquants, la fréquence cardiaque, bien sûr, est importante et avec aussi la tension artérielle. Mais voilà, leur recommandation, c'est qu'en cas de fréquence cardiaque inférieure à 50 battements par minute, dans ces cas-là, on va essayer de baisser les bêta-bloquants. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que là, ils se retrouvent complètement avec l'algorithme que je vous ai cité auparavant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir sur prioriser une molécule par rapport à une autre. Ils ne vont pas partir sur une surtitration, mais plutôt pour une cardioprotection optimale en mettant une dose minimum de chaque molécule. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que quand on sait qu'effectivement, le risque de survenue d'événements indésirables médicamenteux est lié au dosage de la molécule, c'est vrai que le fait de partir sur une posologie moindre pour l'ensemble des molécules, bon, c'est vrai qu'après pour les glyphosines, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas pour les autres molécules, c'est une stratégie en tout cas qui est intéressante. Et c'est vrai que on voit qu'on se retrouve avec, en tout cas pour des patients âgés, fragiles, avec des fragilités, c'est vrai qu'on se retrouve avec l'algorithme précédent et c'est vrai que c'est intéressant. Donc la surveillance biologique et clinique, Elena vous en a parlé. C'est vrai que la surveillance des patients, en tout cas la surveillance biologique, c'est quand même, en tant qu'IPA, ça reste des choses importantes, en tout cas dans la programmation de la surveillance du patient. Alors évidemment, avant l'optimisation, avant d'avoir discuté l'introduction d'une molécule avec le cardiologue, il faut évidemment vérifier la fonction rénale et évidemment, à chaque titration ou à chaque introduction, il faut vérifier à intervalles réguliers l'évolution de la fonction rénale. Ce qui est important aussi, c'est en tout cas, de bien évaluer les risques de déshydratation, les événements aigus, infections, diarrhée, etc., pour penser à bien réévaluer l'évolution de la fonction rénale. Parce que ça pourra entraîner de toute façon une baisse très importante du DFG, des troubles ioniques, qui va nécessiter de se repencher sur son traitement pour éviter la survenue d'un événement indésirable. Donc, Elena vous a donné un petit peu la stratégie pour la surveillance du ionogramme qui est basée sur le DFG. Un patient avec 42 DFG, c'est tous les 4 mois. 32 DFG, c'est tous les 3 mois. En tout cas, dès que vous visualisez une situation à risque qui peut avoir une incidence sur l'équilibre du patient, en tout cas notamment chez le patient âgé, c'est vraiment, vraiment très important de réévaluer la fonction rénale, la natrémie et la kaliémie. Chez nos patients sous anticoagulants, en tout cas ça c'est les recos de la l'HS, il faut surveiller régulièrement l'ANFS. J'avais complété la slide mais ça n'avait pas marché. C'est 3 à 6 mois en tout cas pour nos patients. Et ce qui va être important aussi, en tout cas, que ce soit dans la période de titration, que ça soit aussi au long terme, c'est l'optimisation de la prise en charge à domicile. On a vu que le mésusage, que la mauvaise utilisation du traitement peut vraiment avoir une incidence importante sur le risque de survenue d'un événement indésirable. Donc, utiliser les outils donnés par Elena pour voir s'il y a des fragilités chez le patient, pour optimiser la prise en charge à domicile, c'est quelque chose de très important. Un patient qui ne comprend pas la gestion de ses AVK, concrètement, c'est un patient, ça va être très compliqué et le risque d'événement indésirable est quand même très important. Ensuite, après, il y a toute la surveillance des constantes et surtout, et là, ce qui est vraiment primordial, c'est l'environnement du patient à domicile, du patient âgé. C'est une personne pour vous remonter la survenue d'un événement indésirable. Le problème, c'est l'inertie, c'est-à-dire que si un patient chute une première fois et qu'il n'y a pas de réévaluation de son traitement, le problème, c'est que sa deuxième chute, il risque de se faire le col du fémur et il risque d'être hospitalisé. Et un patient âgé hospitalisé, c'est un patient qui perd toujours quelque chose. Autonomie, enfin, voilà. Donc,
ce qui est sûr, c'est que du moment où il y a un événement indésirable qui est visualisé par les paramédicaux ou même des personnes aidantes dans la famille, vu qu'on est quand même des personnes ressources et c'est vrai qu'on est les interlocuteurs souvent des familles, en tout cas, c'est important, c'est que dès qu'il y a le survenu d'un événement indésirable médicamenteux, ça doit absolument entraîner une réévaluation du traitement du patient. Donc là, on va parler de l'hypertension artérielle. Alors, je vous ai mis les recommandations de l'ESH de 2023, donc je ne vais pas les détailler en complet, je les ai simplifiées sur la prochaine slide. Mais concrètement, là, c'est les recommandations pour les patients fragiles de plus de 80 ans. Mais concrètement, ils le divisent en 3 groupes. Il y a le groupe FIT, le patient de 80 ans qui va plutôt bien, qui n'a pas de troubles cognitifs, qui est autonome, qui n'a pas beaucoup de comorbidités. Grégory, excuse-moi, ouais. je te coupe, on a une petite question. Ouais. On nous dit attention aux fausses hyperkaliémies liées au prélèvement à domicile. Oui, ça c'est vrai. Ça, je suis entièrement d'accord. Et il demande si ce serait pas adéquat de regarder, il ou elle d'ailleurs, pardon, de regarder la réserve alcaline en même temps afin d'éliminer le risque de mauvais résultats et de baisser les IECR à 2. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, c'est un phénomène. Alors là, maintenant, en tout cas, nous, que ce soit cardio ou équipe cardiologique, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand on a une dyscaliémie sur un prélèvement qui est fait à domicile avec un délai de traitement très long, la kaliémie est soit vérifiée par l'IPA pendant la consultation en direct, c'est-à-dire que moi je prélève mes patients en direct sans garrot, j'envoie directement le tube. Donc ça, évidemment, ça demande de la réactivité importante. Et après, on essaie de caler les patients entre 2 consultations. Mais en tout cas, ça évite d'arrêter une molécule importante sur des hyperkaliémies fantômes. Et effectivement, l'autre hypothèse, après, j'ai peut-être pas forcément les connaissances médicales adéquates pour la proposition qui a été faite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est confronté à cette problématique-là et on est surtout confronté à un arrêt des différentes molécules par la médecine de ville. On a un arrêt des glyphosines parce que les patients ne sont pas diabétiques, on a un arrêt des anti-aldostérone parce qu'il y avait une kaliémie à 5,1. Enfin, voilà, on est face à ce genre de problématique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les fausses hyperkaliémies, parce que, en tout cas, dans le Voironnais, par exemple, il y a beaucoup de laboratoires maintenant qui ne techniquent plus les bio directement et qui les envoient dans un autre centre. Donc, si le prélèvement est prélevé en début de tournée de notre collègue IDEL, si ensuite il est ramené au labo, si ensuite il y a le délai de transfert dans un autre laboratoire, ça nous donne une augmentation exponentielle de la kaliémie. Et là, dernièrement, de toute façon, j'avais une kaliémie à 5,9 chez un patient, on l'a vérifié en consultation, sans caïxalate, sans rien, c'est-à-dire le lendemain, il a été reçu et on l'a prélevé, et la kaliémie est à 4,8. Donc, c'est un vrai problème, et c'est vrai que, en tout cas, dans la prise en charge des patients en cardiologie, c'est une problématique qui est vraiment, vraiment, vraiment très importante et qu'on retrouve de plus en plus. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on est bon. Je te remercie. Ouais, c'est bon. Donc, pour les recommandations, donc il les divise en 3 groupes, et après, donc j'ai simplifié un petit peu, mais globalement, si on peut passer à la prochaine slide. Donc, en fait, là, on est face à des sujets à haut risque de complications. On a des patients, donc là, on est plutôt sur le type 2 ou 3, avec des patients très fragiles, des patients qui sont à très haut risque de survenue d'un événement indésirable. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un patient, l'objectif tensionnel chez le patient de plus de 80 ans, c'est inférieur à 150 mm de mercure. Entre 75 et 79 ans, c'est inférieur à 140 mm de mercure. Si le patient n'est pas connu comme hypertendu, on va s'orienter, même le groupe 1 FIT, on va s'orienter vers une monothérapie à une posologie très faible. Donc, et uniquement, en tout cas, si la tension est supérieure à 160 mm de mercure. Donc, c'est une stratégie quand même qui est,
qui préserve un petit peu les patients des signes d'hypotension et des hypotensions orthostatiques qui sont des gros pourvoyeurs de chute. Donc la monothérapie a la posologie la plus faible, ou si c'est un patient qui est déjà hypertendu connu, une adaptation du traitement sans dépasser 3 molécules. En tout cas, chez les patients âgés, plus de 3 molécules contre l'hypertension, ça devient problématique et ça peut risquer d'entraîner des effets indésirables. Les objectifs et les consignes, c'est que de toute façon, si le patient a une tension régulièrement entre 100 et 120 mm de mercure, il faut envisager de baisser le traitement, voire de l'arrêter si le patient a simplement une monothérapie, ou à la survenue d'hypotension orthostatique. En tout cas, le traitement doit absolument être réévalué pour faire une désescalade, parce que la prochaine hypotension pourrait entraîner une chute et pourrait avoir une incidence sur le pronostic du patient. Donc, chez les patients âgés, dans la prise en charge de l'hypertension, il y a quand même des molécules déconseillées à retirer. Donc, on reprend les recommandations de la gériatrie. Les alpha-bloquants, les centraux, c'est des médicaments arrêtés. Les patients qui sont sous… Voilà, c'est vraiment très important. Chez des patients qui se plaignent de gouttes très régulièrement, c'est vrai que de laisser les diurétiques thiazidiques, on est quand même chez des patients où il faut privilégier la qualité de vie. Et c'est vrai que de mettre des diurétiques chez un patient qui a des antécédents de gouttes, voilà, il vaut mieux préférer peut-être une autre molécule. On voit encore des associations avec certains calciques qui ont une incidence sur la fréquence cardiaque avec des bêta-bloquants. Cette association-là est vraiment à manier avec précaution et elle est même déconseillée. Donc évidemment, si vous avez l'association des deux chez un sujet âgé, il faut envisager l'arrêt de soit l'un, soit l'autre en tout cas. Si un patient est assez précaire au niveau respiratoire, qui a une BPCO de stade avancé, c'est vrai que s'il est sous bêta-bloquant, mais qu'il n'a pas d'antécédents de coronaropathie ou de choses comme ça, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'arrêter les bêta-bloquants pour une autre molécule, pour ne pas exacerber la BPCO. Et c'est vrai que si on a des patients qui ont des antécédents d'insuffisance cardiaque et qui sont connus pour être insuffisants cardiaques, des patients qui sont sous verapamil ou dictiazème, par exemple, c'est des patients qu'il vaudrait mieux mettre sous bêta-bloquant. Les molécules conseillées ou à poursuivre, en tout cas les recommandations sont assez claires, même les diurétiques thiazidiques, en tout cas chez les patients âgés, elles ont fait leurs preuves et elles ne sont pas formellement contre-indiquées, à condition évidemment de surveiller la fonction rénale et la kaliémie. Les bêta-bloquants peuvent être utilisés, surtout si on a des antécédents d'EFA pour la ralentir, de coronaropathie ou évidemment d'insuffisance cardiaque. Les IEC ARA2, évidemment, on peut les utiliser, et les inhibiteurs calciques, comme Elena vous en a parlé. Mais en tout cas, c'est ce type de médicaments, de molécules qu'on peut utiliser chez les patients âgés fragiles. L'important dans cette slide, c'est vraiment que les objectifs tensionnels chez les patients âgés et fragiles, ils ne sont pas du tout les mêmes que chez les patients beaucoup plus jeunes. Voilà, un objectif tensionnel, en tout cas inférieur à 150 mm de mercure pour les patients de plus de 80 ans, voilà, c'est quand même intéressant de le savoir, et c'est intéressant d'entraîner aussi et de préparer la désescalade des traitements pour éviter que le patient finisse avec une chute et qui finisse aux urgences avec une fracture. Alors, on va passer aux anticoagulants. Les anticoagulants, c'est une partie quand même importante. Alors, pourquoi ? Parce que les anticoagulants, ils sont quand même énormément, si tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. En fait, les antithrombotiques, quand on reprend l'étude que je vous ai mentionnée au début, c'est la deuxième sous-classe pharmacologique qui est la plus impliquée dans la survenue d'un événement indésirable qui conduit à une hospitalisation. C'est assez énorme. On a beaucoup de patients qui sont sous AOD, beaucoup de patients qui sont sous AVK, et c'est vrai que, en tout cas, ces patients, après, je ne parle pas forcément des formes IV, mais en tout cas, toute cette famille d'antithrombotiques, mine de rien, elles sont responsables de beaucoup d'hospitalisations. Donc, déjà en temps normal, donc il va falloir faire attention pour les patients les plus âgés. Donc, on va parler de l'antivitamine K. Donc, c'est un anticoagulant que tout le monde connaît. C'est un anticoagulant qui est toujours très utilisé parce qu'on a quand même beaucoup de patients d'un certain âge qui sont encore sous AVK avec une gestion de l'INR qui est tout à fait correcte et une bonne observance. Et puis, il y a des patients qui ne peuvent avoir que des AVK dans certaines cardiopathies valvulaires ou d'autres indications. Mais c'est vrai que les vitamines K, ça reste des molécules en tout cas à manipuler avec précaution chez les personnes âgées ou qui présentent vraiment beaucoup de fragilité.
Après, pour la posologie, de toute façon, elle est plus basse et il y a un algorithme qui est spécifique pour les patients de plus de 70 ans. Donc déjà, entre un patient de moins de 70 ans et un patient de plus de 70 ans, l'introduction des AVK est différente avec une posologie qui est moindre et surtout un algorithme qui est spécifique. Donc déjà, on va dire que la prévention de l'événement indésirable est commencée dès le début de la mise en place pour les patients qui ont plus de 70 ans. Pour les patients qui ont plus de 80 ans, en tout cas, le cardiologue peut envisager une baisse de la posologie de 1,5 voire 1/4. Ça, je dois vous avouer que c'est des choses que j'ai vues dans les recos, je n'ai pas forcément beaucoup vu dans la pratique. En cas de DFG très altéré, la surveillance des léganaires doit être plus régulière et il faut surtout faire attention à l'association avec un antiagrégant plaquettaire. On en voit encore quelques-uns et en tout cas, c'est vraiment une association qui augmente le risque hémorragique et c'est une association qui doit être réévaluée par le cardiologue. C'est une association qui est mise en place dans certains cas chez une typologie de patients qui est bien spécifique. Généralement, c'est les angioplasticiens qui décident de les mettre en place pour un temps limité. Mais en tout cas, si on se retrouve avec un patient qui a une bithérapie depuis plusieurs mois, il faut se poser la question de savoir pourquoi et surtout voir avec le cardiologue si ça ne serait pas indiqué de l'arrêter au vu du surrisque hémorragique avec ce type d'association. Ensuite, les anticoagulants oraux directs, donc il y a deux types. Il y a les inhibiteurs directs du facteur 10A, donc l'apixaban et le rivaroxaban. Donc ça, c'est deux molécules que vous connaissez tous. On commence à avoir de plus en plus de patients qui sont sous ces molécules. Après, il y a l'inhibiteur direct de la thrombine, le dabigatran. Moi, c'est une molécule perso que je rencontre un peu moins souvent, qui était beaucoup prescrite au début, mais que là, effectivement, on voit moins souvent. Après, c'est la seule molécule qui a une élimination rénale exclusive. Donc, c'est vrai qu'après, en tout cas, elle est contre-indiquée chez les patients qui ont une fonction rénale un petit peu précaire. Pareil, donc chez les patients sous bithérapie, chez des patients qui sont sous aspégique et AOD, il faut se poser la question de l'indication et pourquoi cette bithérapie est toujours maintenue et bien réévaluer avec le cardiologue référent, éventuellement l'angioplasticien, si c'est dans le cadre d'un STEMI par exemple, l'indication et voir s'il faut la continuer. Parce que c'est vrai que chez les patients fragiles, en tout cas, il y a des recommandations par rapport à ces molécules, parce que, comme on l'a dit, c'est que le risque de survenue d'événements indésirables est très important. C'est des choses qui ont été un petit peu anticipées, on va dire. Et en tout cas, il y a des précautions à prendre chez les patients les plus âgés et les patients qui présentent une fonction rénale un petit peu précaire. Alors, pour l'apixaban, il y a trois types de... Alors déjà, pour un DFG, l'insuffisance rénale terminale, le produit est contre-indiqué. Ça, c'est certain. Donc, dans ces cas-là, les patients seront sous AVK. Pour un DFG entre 15 et 29, on peut laisser les patients sous apixaban. Par contre, la posologie est moindre. On passe à mi-dose à 2,5 x 2. Quand on a un DFG supérieur à 30, donc là, on a trois critères. Patient de plus de 80 ans, poids inférieur à 60 kg et une créatinine à 133 micromoles par litre. Alors, il faut être bien vigilant à ces trois critères parce que, mine de rien, c'est que moi, j'ai beaucoup de patients de plus de 80 ans qui ont que deux critères avec un poids qui est un petit peu variable. Et c'est vrai que, en tout cas, chez un patient qui fait 65 kg ou chez un patient qui a une fonction rénale qui est à 120, 130, voilà, on est dans les recos, c'est-à-dire qu'on laisse le patient à 5 mg x 2 parce qu'on est à 120 de créate ou qu'on est à 62 kg, mais néanmoins, c'est important de réévaluer avec le cardiologue pour voir si, en tout cas, selon le profil du patient, ça ne serait pas intéressant de passer à 2,5 mg x 2 parce qu'on est proche, en tout cas, des recommandations avec un poids qui peut varier énormément et surtout une fonction rénale qui peut aussi varier avec toutes les autres molécules qui sont associées dans la prise en charge de nos patients en cardio. Ensuite, le rivaroxaban, donc là, contre-indication avec une insuffisance rénale terminale aussi. Donc avec un DFG entre 15 et 49, donc les recommandations, c'est une baisse de la posologie à 15 mg, en sachant que, voilà, avec un DFG entre 15 et 29, en tout cas, il faut que ça soit utilisé avec prudence et il faut bien... Un patient qui est sous Xarelto, un patient qui va avoir un DFG qui commence à s'altérer de plus en plus et qui commence à surfer sur le 30, il faudra bien faire le point avec le cardiologue pour voir un petit peu la stratégie qu'il veut mettre en place. Et par contre, si on a un DFG aux alentours de 5 ans, s'il n'y a pas de modification de la posologie, mais peu importe l'âge du patient.
Donc, c'est une spécificité de cette molécule-là. Et la dernière, le dabigatran. Élimination principalement rénale, donc la contre-indication avec un DFG inférieur à 30. Et donc là, si on a un DFG supérieur à 30, par contre, il faut être vigilant aussi, hein, parce que l'évolution de la fonction rénale chez nos patients, et notamment les plus fragiles, ça peut aller très vite. En tout cas, chez les patients qui ont entre 75 et 80 ans, c'est le cardiologue qui va évaluer le risque hémorragique du patient et qui va décider de faire midose ou pas. Voilà. C'est comme ça. Par contre, après, le patient, dès qu'il a 80 ans, en tout cas, il y a une baisse automatique de la posologie à 110 mg x 2. Donc, les AOD, il faut vraiment être vigilant parce que, mine de rien, c'est qu'on se rend compte que la baisse de la posologie, elle est très dépendante de la fonction rénale. Et c'est vrai qu'on peut vite moi, j'ai eu l'exemple d'un patient qui était à 5 mg x 2, qui a été hospitalisé pour... Alors, les 5 mg x 2, on était dans les clous. Hein. Il avait 80 ans, mais il faisait 75 kg et il avait 100 de créate pour un DFG qui était OK. Le patient a dégradé sa fonction rénale sur un Covid et il s'est retrouvé avec un événement hémorragique et surtout un dosage de l'apixaban qui a retrouvé une concentration énorme de la molécule dans le sang. Donc voilà, c'est vraiment, c'est d'où l'importance aussi de la surveillance de la fonction rénale chez nos patients pour réussir à anticiper et voir un petit peu comment on peut éviter la survenue de ces événements. Donc, les messages importants, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'à partir de 65 ans, le risque d'événements indésirables médicamenteux, il augmente. Que les molécules du système cardiovasculaire sont les plus impliquées dans la survenue d'événements indésirables médicamenteux. L'autre message important, et là ça fait lien avec la présentation d'Elena, c'est que le traitement doit impérativement être adapté au profil du patient âgé. Un patient âgé qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas d'autres traitements, il n'aura pas la même prise en charge cardiologique qu'un patient de 85 ans, qui a des comorbidités, qui a une fonction rénale précaire et une réserve hémodynamique faible. L'autre point, c'est que la survenue d'un événement indésirable doit impérativement entraîner une réévaluation du traitement. Il faut vraiment éviter l'inertie, c'est vraiment très important. Si on n'est pas actif, en tout cas, les choses risquent de s'aggraver et le patient risque d'être hospitalisé. Et surtout, une vigilance accrue chez les patients sous anticoagulants, parce que mine de rien, c'est comme on l'a vu avec l'étude, mine de rien, c'est qu'ils sont responsables d'un nombre très important d'hospitalisations chez nos patients, et donc il faut être très attentif aux patients, aux associations avec une anti-irrigation plaquettaire, et aussi aux posologies selon l'évolution de la fonction rénale ou de l'âge du patient ou du poids. Voilà. Elena, si tu veux... On va finir. Ouais. Et pour finir cette présentation, qui était un peu, voilà. Donc, pour garantir les soins de qualité aux personnes âgées, donc ce qu'on a dit, il faut faire une évaluation globale. Donc, on a insisté, moi, dans ma présentation, Y aussi, on a dit, franchement, il faut adapter votre titration aux patients. Il faut prendre en charge chaque patient et prescrire le traitement adapté à votre patient. Gestion de polypharmacie, donc on vous a mis quelques critères, hein, par exemple le critère ce qu'on appelle stop et start, donc c'est le critère qui dit ce qu'on peut ou pas introduire ou ce qu'on doit ou pas arrêter chez le sujet âgé, donc c'est très particulier. Il y a d'autres sites et puis il y a la liste de médicaments, ce qu'on appelle la liste de Beers à éviter. Donc ça, vous pouvez la consulter hein, si ça vous intéresse, parce qu'en fait, vous êtes en première ligne. Et les cardiologues, parfois, ils vont très vite et ils ne font pas attention à ce qu'il y a autre sur l'ordonnance. Et donc, cette polymédication est responsable des effets indésirables. Et en fait, quand l'effet indésirable est produit, en fait, on arrête tout. Alors que, par exemple, le patient était tout simplement déshydraté, donc les IOC ou les ARADO ne sont pour rien dans cette affaire. Prévention de chute, c'est très important chez les patients polymédiqués et anticoagulés, surtout ceux qui ont association anti-agrégation plaquettaire et anticoagulants. Ils sont à risque de chute, événements hémorragiques. Et là, parfois, on est obligé de les arrêter de façon définitive, avec un risque effectivement très important ischémique.
Approche multidisciplinaire, hein, donc notre collaboration en est un exemple. L'éducation du patient et de son entourage est important, la communication aussi, avec le patient pour expliquer, parce que en fait, le patient polymédiqué, il va trier les médicaments. Mais par contre, s'il n'a pas très bien compris l'intérêt, donc il va jeter les médicaments qui le gênent. Il va vous dire, bah, je prends tout, mais en fait, si l'Azilix que vous avez mis en place le matin l'empêche d'aller jouer au pétanque une heure plus tard, il ne va pas le prendre. Alors qu'on peut gérer ça différemment. Donc, si le patient a des activités le matin, on peut très bien déplacer les traitements qui le gênent à midi, voire à 1 heure. Vous voyez, donc ça, il faut adapter ça avec le patient et bien expliquer pourquoi il doit prendre les médicaments. Les stratégies de prévention, on en parlait, anticiper, encore anticiper. Et bien sûr, former les professionnels de santé à la prise en charge particulière des sujets âgés, ce qu'on est en train de faire avec vous. Voilà, on vous remercie de votre patience et de votre attention. Il est un tout petit peu tard. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, merci pour tout. Il y a quelques petites questions. Pas beaucoup, je vous rassure. J'ai une question, alors à titre personnel, sur les anti-agrégants plaquettaires qui sont parfois introduits en prévention primaire et qu'on retrouve chez des personnes âgées sans un événement cardiovasculaire. Qu'est-ce que vous faites dans ce contexte? Parce que je sais que c'est assez discuté. Vous les laissez en place? Alors, moi, je fais toujours le point avec le cardio. Du moment où un patient a du cardégique, et c'est vrai que si c'est, en tout cas, si on n'a pas forcément de recommandations vraiment préétablies, et si c'est vraiment en prévention primaire, dans ces cas-là, moi, je fais le point avec le cardio. Au vu des risques de survenue d'événements hémorragiques, c'est vrai qu'en tout cas, moi, il y a réévaluation tout le temps avec le cardio, et parfois, c'est arrêté, parfois après, qui font des tests d'ischémie ou des choses comme ça, mais en tout cas, moi, c'est réévaluation directe avec le corps médical. Oui, tout à fait. Donc, Greg, tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, comme vous avez compris, il y a différents types, donc on n'a pas le temps, mais en fait, il y a différents types de vieillissement. Il y a des vieillissements réussis, hein, donc on a régulièrement, par exemple, les centenaires à qui on pose des talis. Donc, ça, c'est des gens qui s'en vont le lendemain avec ces petites valises. C'est toujours impressionnant, hein, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des patients qui sont moins âgés et déjà polycomorbides. Donc, la prévention primaire chez les patients âgés, polycomorbides et fragiles, il faut l'éviter. Parce que vous êtes beaucoup plus à risque. En fait, il faut estimer la survie. Et Greg a raison, il faut, chaque fois que vous avez ça, vous dites, bah, écoutez, moi, je dépistais, c'est un patient qui est fragile, qui a risque de chute, qui a risque de faire un hématome sous-dural, qui a risque, parce qu'il a des troubles cognitifs, parce qu'il a des troubles d'équilibre. Et donc, ça, il faut discuter. Est-ce que le risque d'événements ischémiques sur le plan cardiovasculaire est plus important que le risque, parce qu'une fois votre patient a fait une chute et a fait son sous-dural, non seulement il est contre-indiqué à la reprise d'antithrombotiques, mais il est aussi handicapé parce qu'il soit il va totalement perdre d'autonomie, soit aller garder des séquelles. Vous voyez, donc ça, c'est à vous aussi d'avertir le cardiologue avec qui vous travaillez en disant, mais attention, est-ce que vraiment c'est un patient qui a très, très, très haut risque? Il faut qu'il soit à très, très haut risque, donc il est préocclusif au niveau coronaire, ou il cumule vraiment les facteurs de risque cardiovasculaires avec le diabète très déséquilibré, avec effectivement une HTA mal contrôlée. Donc, c'est quand même pas si fréquent que ça chez les patients âgés. Hein. Et du coup, j'imagine que c'est un peu le même raisonnement pour la statine en prévention primaire. Bon, alors la statine, c'est encore une autre chose. Donc, il n'y a pas d'argument de mettre la statine en place chez les patients en prévention primaire. Quand elle est très âgée, puisque en fait, les statines, c'est encore particulier. Hein. Les statines, il faut 3 à 5 ans d'exposition pour éviter, en fait, pour avoir l'effet sur le plan cardiovasculaire, avec tous les effets indésirables et le risque d'avoir la polymédication. Donc ça, il faut vraiment que votre patient soit à très haut risque d'événements cardiovasculaires hein, pour mettre en place statine en prévention primaire. D'accord, merci. Il n'y a pas d'indication à 85-90 ans, ça c'est clair, en prévention primaire. Et pareil, je m'interroge sur la FA paroxystique, qui peut être parfois vraiment très ponctuelle chez la personne âgée. On connaît le risque. Maintenant, le traitement peut aussi présenter des risques. Comment vous raisonnez? Est-ce que vous attendez une certaine fréquence ou est-ce que vous vous basez sur des critères un peu
Alors ça, effectivement, le cardiologue peut vous beaucoup aider et vous guider parce qu'en fait, dans la fibrillation atriale, effectivement, il y a les scores de type CHA2DS2-VASc et puis HAS-BLED ou hémorragie encore qui évoluent un peu mieux les risques hémorragiques chez le GAG parce que ça tient compte des chutes. C'est un peu plus complet que HAS-BLED qui était développé par les cardiologues, donc qui est plus court. Par contre, quand vous parlez de l'AFA, habituellement, on regarde l'échographie cardiaque et si l'oreillette gauche est extrêmement dilatée, donc votre patient est beaucoup plus à risque déjà d'avoir pas que l'AFA paroxystique, mais l'AFA permanente et effectivement est beaucoup plus à risque de faire les événements thromboemboliques. Pareil, le patient qui est hypertendu et mal contrôlé, effectivement, même avec l'AFA paroxystique, il est plus à risque d'événements. Donc, je pense que ça, c'est à discuter chaque fois avec le cardiologue. Et parfois, effectivement, le patient qui présente une EFA, mais qui a quand même très haut risque de faire un événement ischémique, soit sur le score CHA2DS2-VASc, soit sur les paramètres échographiques ou cliniques, on peut discuter fermeture de l'auricule gauche. Ça, on le fait quand même, en tout cas, nous, au centre, assez régulièrement. D'accord, merci. Le patient est éligible avec le CHA2DS2-VASc supérieur à 4. D'accord, ok. Et j'avais vu une question au cours de la présentation. Quelqu'un demandait s'il existait une grille d'évaluation pour le risque de décompensation cardiaque chez les patients âgés de plus de 75 ans, au-delà de la surveillance EPOF connue. Alors, là, c'est plutôt, moi, je dirais, ce que je vous ai présenté, d'être attentive à des signes atypiques. Donc là, il n'y a pas de grille très particulière. Donc les pauvres, c'est un peu classique. Mais par contre, dans les pauvres, vous avez cette asthénie. Et donc l'asthénie, on peut le voler. Moi, je dis, les troubles du sommeil. Est-ce que vous pensez que le patient peut avoir une insuffisance cardiaque? En fait, il a des troubles du sommeil parce qu'il tousse la nuit. Est-ce qu'il fait un espèce de surboapé? Donc ça, il faut vraiment être attentif. Quelqu'un qui perd de l'appétit, qui perd du poids, qui est asthénie, qui commence à avoir des épisodes confusionnels. Parfois, c'est des épisodes confusionnels qu'on n'explique pas. Et en fait, c'est régulièrement les bas débits cardiaques, un peu dans ce contexte de décompensation cardiaque. Extrémités qui sont froides parce qu'ils sont hypoperfusés. Mais quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup en période hivernale, on ne fait pas attention. Donc, il n'y a pas de grille particulière, mais c'est vraiment être très, très attentif si vous n'avez pas d'autres explications à cette perte du poids, cette anorexie, cette asthénie. Il faut peut-être penser à une décompensation cardiaque, faire des marqueurs et peut-être prendre le patient en charge et faire l'échographie ou discuter avec le cardiologue. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on a tous constaté au cours des examens cliniques et des interrogatoires que beaucoup de personnes âgées en fait sont tellement habituées finalement au fait de ne pas être bien et confortables qu'elles se dégradent sans s'en rendre compte. Elles vous disent je suis un peu mal, mais en fait on voit qu'il y a une orthopnée au bout de 2 minutes et c'est vrai que même elles n'en ont pas conscience en fait. En fait, d'autant plus qu'en fait les personnes âgées vont réduire leurs activités. C'est ça, en fait. Nous, on est actifs, donc on bouge tout le temps, et dès qu'on n'est pas bien, on dit, mais il se passe quelque chose. Les personnes âgées, ils vont réduire l'activité, donc ils vont vous dire, est-ce que vous avez une dyspnée? Non, parce qu'ils ne bougent pas. Donc, c'est en fait, il faut le chercher. Il faut le chercher, il faut poser des questions. C'est la problématique de l'évaluation de la dyspnée chez nos patients, parce que les patients qui sont comorbides, qui ont aussi une pathologie respiratoire associée, qui en plus, après, ont une activité physique qui est très limitée, parfois ils présentent une symptomatologie respiratoire qui est majeure, avec des NT-proBNP qui sont raclés par crête. Et c'est vrai que parfois, pour ces patients, en tout cas, on recommande la reprise de l'activité, il y a des évaluations pneumologiques, mais c'est vrai que l'évaluation de la symptomatologie respiratoire, des fois, c'est compliqué. Ce qu'on appelle un peu l'atypie, donc, et ça, parfois, on fait un peu les tests thérapeutiques en disant est-ce qu'un peu de l'Azilix va améliorer ou pas le patient. Donc, parfois, on est obligé, quand on n'a pas accès facile à l'échographie, et même parfois avec l'échographie, qu'est-ce que vous faites avec vos pressions de remplissage qui sont augmentées chez les personnes âgées avec leur pathologie cardiaque sous-jacente. Donc, c'est jamais très évident, mais c'est vraiment le faisceau d'arguments qui va permettre de dire qu'effectivement, il s'agit d'une décompensation cardiaque. Moi, j'en ai vu pas mal de patients qui présentent exclusivement la respiration périodique de Cheyne-Stokes et aucun autre signe. Pas prise du poids, rien. Juste une asthénie, une confusion de Cheyne-Stokes. Et en fait, c'est la décompensation cardiaque, bas débit cérébral sur bas débit cardiaque. Et j'ajouterais d'ailleurs que c'est vraiment important de faire en sorte qu'ils continuent à bouger.
Parce qu'on a vu, ne serait-ce que, je pense qu'on l'a tous vu après le Covid, quand tous les gens ont baissé leur activité physique, le nombre de Disney qu'on retrouvait où il fallait faire le tri entre ce qui était de la décompensation cardiaque et juste de la désadaptation à l'effort, en fait, ça va très vite. Ah bah les bilans Disney en cardiologie, enfin les cardiologues vous le diront mieux, mais c'est impressionnant. Hein. J'ai la chance de pouvoir faire les épreuves d'effort en protocole de coopération, et c'est vrai que le nombre de patients qu'on voit pour des épreuves d'effort, des évaluations à l'effort, pour des bilans de Disney sur justement un manque d'activité physique et de la sédentarité, c'est vrai qu'après, quand on leur pose la question, effectivement, ils nous disent il y a eu un avant, un après Covid, là je bouge plus trop, je fais pas grand-chose. D'où l'importance même, vous, quand vous voyez les patients en consultation de suivi ou de titration, de discuter s'ils ne bougent pas et prescrire effectivement kinésithérapie. Il ne faut pas hésiter, que ça permet aussi, ça fait de la compagnie, ça permet aussi de maintenir l'activité physique, même si parfois ils vous disent, à condition effectivement d'avoir les professionnels disponibles. Et j'ai une dernière question par rapport aux recommandations hygiéno-diététiques. J'ai vu dans des recommandations qu'on ne recommandait pas le régime hyposodé chez les personnes âgées par crainte de perte d'appétit sur perte d'appétence et finalement que ce soit plus délétère qu'autre chose. Oui, absolument. Confirmez, du coup. Absolument. Donc, on confirme. En fait, il y a modification du goût, déjà, chez ce GAG. Donc, ils ont plus d'appétence pour le sucré. Donc, déjà, tout ce qui est salé, ça passe à côté. Donc, il faudra déjà rehausser le goût avec les épices. Donc, les diètes, vous répondent bien. Mais en fait, il y a plus de... Il ne faut pas saler. Il ne faut pas saler beaucoup. Il faut plutôt rehausser le goût avec les épices, mais on ne recommande pas les repas sans sel parce que c'est tellement fade. Déjà, elles ne mangent pas. Et c'est tellement fade qu'ils ne vont plus manger du tout. Donc, ça, c'est un peu le risque. Et de toute façon, c'est très compliqué. Il faut juste savoir que les habitudes alimentaires sont difficiles à changer. Plus on avance avec l'âge, plus c'est compliqué. Donc, si vous obligez vos patients âgés à cause d'insuffisance cardiaque qui est difficile, il faut plutôt dire, il faut éviter les eaux salées comme les eaux pétillantes qui sont très riches en sel. Il faut voir sur l'ordonnance, est-ce qu'il n'y a pas de médicaments effervescents? Parce que par exemple, paracétamol effervescent, 4 comprimés, donc 4 grammes par jour, c'est quasiment 4 grammes de sel par jour. C'est pareil pour les laxatifs. Donc, quand vous donnez des sachets de laxatifs, ça contient du sel. Donc, c'est peut-être aussi faire le tri au niveau de polymédication au lieu de prescrire une diète hyposodée parce que le patient va se dénutrir plus que... Le risque de dénutrition, surtout. Oui, la dénutrition est très importante. C'est vrai qu'on voit beaucoup chez nos patients insuffisants cardiaques les plus âgés. La dénutrition, ça reste un problème très important. Donc, ils ont asthénique, donc ils ont une anorexie. Donc, si en plus, par-dessus, vous rajoutez un régime hyposodé, ils ne vont pas manger. Et pareil, veiller à ce qu'ils boivent suffisamment puisqu'on perd la sensation de soif aussi. Donc, quand on a une insuffisance rénale ou autre, de ne pas craindre. Déjà que les pauvres, ils sont perdus parce que pour les rats, on leur a dit 3 litres par jour. Et pour le gars, on leur dire maintenant de faire attention. Il faut trouver l'équilibre. Donc, il faut trouver l'équilibre entre les traitements. C'est pour ça qu'on vous dit de réadapter les traitements dans un contexte de forte chaleur, par exemple, ou au contraire, quand il fait très froid, augmenter les apports. Donc, ça, il faut adapter. Donc, chaque fois que vous voyez le patient, de réadapter les traitements et les apports, soit il va s'hydrater un tout petit peu plus, soit il faut baisser les doses de diurétiques. Ça, c'est à voir avec chaque patient, ce qu'il a l'habitude de faire. D'accord, ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Je fais un dernier petit tour dans le chat. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois une dernière question. En prévention primaire, à quelle fréquence un ECG de contrôle chez la personne âgée? Primaire? Je ne pense même pas qu'il y ait de... Il n'y a pas de recommandation. Elle est fait, pas de recommandation. Chaque fois que vous faites la consultation, vous pouvez le faire. Si votre patient dit que, de temps en temps, chaque fois, en fait, quand vous faites votre interrogatoire clinique, vous posez la question est-ce qu'il y a des palpitations? Et donc, si votre patient vous dit, oui, effectivement, ou il vous dit qu'il a fait des chutes ou des choses, les périodes un peu confusionnelles, vous pouvez le refaire. Mais il n'y a pas de fréquence à faire l'ECG.
si votre patient ne présente pas un bleu bifasciculaire ou trifasciculaire et qui vous majorerait pas des bêta-bloquants, donc il n'y a pas de surveillance particulière. Après, un patient qui a une auscultation, tu entends quand même des bruits du cœur qui sont quand même relativement rapides. Si tu détectes des enfin, tu sais pas si c'est des ESA ou des ESV, mais en tout cas, si tu détectes des arythmies, dans ces cas-là, ça vaut le coup de faire un électro. Tu peux très bien découvrir une EFA, tu peux très bien découvrir une extrasystolie ventriculaire, mais en tout cas, du moment où tu as des indices qui te poussent à te demander s'il n'y a pas un trouble du rythme sous-jacent, ça vaut le coup de faire un ECG. Après, évidemment, l'interrogatoire aussi. Les patients te parlent souvent du petit, quand ils font leur surveillance tensionnelle, il y a un petit algorithme dedans, quand il y a des arythmies, ils le disent aux patients. Et donc, c'est vrai qu'après, en tout cas, il y a quelques arythmies qui ont été découvertes comme ça, notamment des FA. Donc, en fait, c'est bien de leur poser la question, quand ils font la surveillance tensionnelle, de savoir s'ils n'ont pas le petit marqueur arythmique. Oui, et après, effectivement, si le patient a été connu par, je vous ai dit, il y a vieillissement du système nodal. Et donc, quand le patient est sous antiarythmique, où on est en train de titrer et majorer les bêta-bloquants alors qu'il avait déjà BAV1, donc là, il faut faire effectivement attention et discuter avec le cardiologue. Ou un patient qui n'a pas d'antécédent cardio, mais qui vous décrit une chute un peu dans un contexte un petit peu étrange. Il vous dit qu'il n'y a pas eu de prodrome, mais il vous dit qu'il n'est pas. Donc là, c'est clair, ça vaut le coup de faire un ECG simplement dans le cadre du bilan de malaise. Oui, aussi. En cas de kaliémie anormale aussi. C'est ça. Tout à fait. De troubles uniques, pareil. Ouais, c'est des cas de figure où le CG est pertinent. Sinon, oui, s'il n'y a rien, pas de traitement qui peuvent. On est plutôt sur du 1 an. Par contre, c'est vrai que si on parle de palpitations et que pour le coup, parfois un ECG, il faut tomber vraiment au bon moment pour retester vos palpitations. Donc, on a aussi l'option du Holter ECG si on parle de palpitations et qu'on n'a rien et que l'interrogatoire est quand même suspect. Mais c'est pareil, parfois le Holter ECG pour tomber dessus. C'est ça. Non, c'est ça. Ici, on a l'habitude, si vraiment vous y croyez des troubles du rythme cardiaque, de poser un RIVI là. Faut-il avoir de la place en télésurveillance, mais effectivement, ça nous permet de monitorer les patients en cas où on a doute sur trouble du rythme cardiaque qu'on n'a pas pu objectiver à l'ECG ou à Holter même prolongé. Et vous conseillez éventuellement des montres connectées? Pour ceux qui utilisaient, c'est compliqué. Pour la gestion, je ne vais pas faire de la promo pour les marques, mais… Il y a des marques et puis il y a SurGAG aussi. Les SurGAG qui sont très connectés et moins connectés, ça peut être plus perturbateur. Après, moi, j'ai eu le cas de patients qui se fiaient à leur montre connectée avec des résultats qui étaient parfois aberrants. Et moi, j'ai un patient qui me dit, mais hier, je suis monté à 180 de fréquence. Donc, au final, c'est un patient qui est en télécardio. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pu demander à mes collègues s'il y avait un événement rythmique ou s'ils avaient vraiment détecté. Donc, au final, il n'y avait pas eu d'arythmie ou de choses comme ça. Donc, ça peut être à double tranchant. Après, moi, j'ai des patients qui sont équipés d'une montre d'une certaine marque. Et effectivement, pour la détection de l'AFA, les choses comme ça, c'est intéressant parce que c'est un outil qui marche plutôt bien. Après, mais c'est peut-être pas tous les marques, donc il y a des marques qui sont plus performantes. Et puis après, là, on est face à des patients, en tout cas chez le patient âgé, on est quand même face à un gouffre technologique quand même. Il y a certains patients qui sont très connectés, après, la plupart, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. C'est compliqué. Déjà, rien que pour la télétransmission, pour la télécardiologie, c'est compliqué. Mais ça peut être intéressant. Je pense que ça va se développer. Ça peut être intéressant. Non, mais la télémédecine, c'est l'avenir, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on sera plus confronté à ça avec la nouvelle génération de patients. C'est vrai que là, on doit… Mais là, on est encore confronté à la fracture numérique pour le moment, mais ça viendra. Oui, c'est sûr. Écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et puis, on vous dit à bientôt. Prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Prochain webinaire, du coup, ce sera sur les thromboses veineuses profondes et ce sera le 19 mars. Passez une bonne soirée et merci pour votre fidélité. À bientôt. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. Au revoir. Je me connecte. Ouais.